Qu'est-ce que l'intéressement? Eh bien, c'est un dispositif qui permet d'associer les salariés et les mandataires sociaux aux résultats de l'entreprise. Toutefois, il exige certaines conditions. Quelles sont les principales caractéristiques du dispositif d'intéressement? Tout d'abord, il est important de savoir que c'est un dispositif facultatif. Lorsque les entreprises ont rempli leurs devoirs concernant la représentation du personnel, elles ont toute liberté pour la mise en place de l'intéressement. Selon l'administration, les conditions sont remplies si ces institutions ont été créées ou si un procès-verbal de carence a été produit. Ce procès-verbal devra attester l'absence de candidature à l'élection organisée. L'accord d'intéressement a un caractère collectif. L'accord d'intéressement en vigueur dans une entreprise concerne sans exception tous les salariés. Les mandataires sociaux peuvent aussi en bénéficier à condition que l'entreprise emploie un maximum de 249 salariés et que l'accord prévoit d'inclure les dirigeants. L'exclusion illégale d'une catégorie de salariés peut remettre en cause le régime fiscal et social applicable. L'individualisation n'est possible que par l'exécution des critères de répartition. Il faut souligner qu'un accord d'intéressement peut être instauré dans une société holding ou une entreprise constituée purement de dirigeants, car ceci constitue un ensemble homogène de collaborateurs. C'est aussi un dispositif aléatoire. Pour ouvrir droit aux exonérations sociales, l'accord doit instituer un intéressement aléatoire dont les modalités de calcul ne doivent pas relever de l'employeur. Par ailleurs, cette formule de calcul doit être prévue dans l'accord. Pour respecter ce principe et être applicable à l'exercice en cours à la date de sa conclusion, l'accord d'intéressement doit être conclu avec une date extrêmement précise. Le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de prise d'effet de l'accord. Si l'accord s'applique pour une période de calcul calquée sur l'année civile, avec une prise d'effet au 1er janvier 2021, l'accord doit être conclu au plus tard le 30 juin 2021 pour application en 2022. Cette période de calcul peut aller d'un an à un trimestre. Le principe de non-substitution. Les cotisations destinées à l'intéressement ne peuvent remplacer aucun des éléments de rémunération applicables dans l'entreprise. Ils sont en effet obligatoires sur le fondement de la loi ou de clauses contractuelles. Rappelons-nous que sont considérés comme partie du salaire les éléments soumis à cotisation et les primes occasionnelles ou régulières. Cette interdiction de substitution est cependant temporaire. Elle n'est valable que pour 12 mois entre le dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet de l'accord. Il est donc important de préciser que l'employeur ne peut remplacer une prime de fin d'année ou une prime de 13e mois par le versement d'une prime d'intéressement au cours de la même année. Mais pour un élément de rémunération supprimé dont le dernier versement a eu lieu le 31 décembre 2020, le principe de non-substitution ne pourra plus être invoqué à partir de l'entrée en vigueur de l'intéressement le 1er janvier 2022. Comment s'effectue le calcul et le versement de l'intéressement? Zoom pour commencer sur la formule de calcul. Le calcul de l'intéressement s'opère sur le fondement des résultats ou des performances réalisées par l'entreprise. Il est bien entendu que les objectifs ne peuvent être fixés ultérieurement à l'accord d'intéressement. La formule doit prendre en compte le caractère variable et incertain de l'intéressement. Son montant ne peut donc être garanti. De ce fait, une formule de calcul élaborée sur un pourcentage du chiffre d'affaires ne pourra pas être acceptée car elle entraînera de facto le versement d'un intéressement. Il est néanmoins possible de le calculer sur une progression du chiffre d'affaires prenant en compte le bénéfice d'exploitation comptable ou fiscale, l'accroissement de la productivité, l'augmentation du chiffre d'affaires ou de la valeur ajoutée, voire l'atteinte d'objectifs de performance. Il est également envisageable de prévoir une formule qui associe des critères liés à la fois aux résultats et à la performance, qualité, sécurité, augmentation de la clientèle, etc. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Les sociétés holding peuvent réaliser un accord sur leur propre performance. S'il n'est pas possible de chiffrer un résultat ou d'estimer sa propre performance, un accord d'intéressement sur cette base peut toutefois être conclu à condition qu'au moins les 2/3 des salariés des filiales localisées en France soient couverts par un accord d'intéressement. Il faut préciser qu'un supplément d'intéressement peut être octroyé aux bénéficiaires d'un premier versement à la demande du conseil d'administration ou de son directoire et à défaut de ces institutions à la demande du chef d'entreprise. Si aucun intéressement n'est distribué au titre d'un exercice, aucun supplément ne pourra être versé. Ce mécanisme ouvre aux entreprises la possibilité d'accroître l'enveloppe déjà partagée sans aucune justification de résultat ou de performance.
Quelles sont les modalités de répartition individuelle? Une fois l'enveloppe globale déterminée, l'entreprise doit évaluer le montant d'intéressement à verser à chaque bénéficiaire. La répartition s'opère sur certains critères, obéissant nécessairement à un souci d'uniformité, de proportionnalité lié au temps de présence et au salaire perçu durant l'exercice. Ces critères peuvent s'appliquer selon diverses combinaisons. Sur quelle base la répartition proportionnelle à la rémunération se calcule-t-elle? À défaut d'une prévision de l'assiette de répartition par le Code du travail, l'accord se doit de la préciser. Pour les salariés en congé maternité, adoption, maladie professionnelle ou accident du travail, on procède à la reconstitution de ce qu'aurait dû être leur salaire. Lorsque l'intéressement est ouvert aux dirigeants, la rémunération annuelle prise en compte est celle soumise à l'impôt sur le revenu de l'année précédente, dans la limite d'un plafond correspondant au plus haut salaire de l'entreprise. La rémunération du conjoint du dirigeant est désormais soumise aux nouvelles dispositions de la loi Pacte. Elle prévoit un montant forfaitaire limité à 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Quelles sont les limites plafonnant ces dispositifs? Commençons par détailler les plafonds collectifs. La somme totale de l'intéressement ne peut excéder 20% de la masse salariale distribuée au cours de l'exercice. Il y a tout d'abord le plafond individuel. Le plafond de l'intéressement est égal aux 3/4 du PAS, soit 32 994 € en 2022. Et qu'en est-il du régime fiscal et social de l'intéressement? Eh bien, certaines conditions sont requises pour que l'intéressement fasse l'objet d'un traitement social et fiscal de faveur. Pour l'entreprise, tout d'abord, il y a les avantages sociaux. Ils consistent en l'exonération de cotisations sociales ainsi qu'un forfait social ouvrant sur l'exonération pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pour les autres entreprises, le taux est de 20%, réduit à 16% en cas d'affectation à un PERCO ou un PERECOL répondant aux conditions requises. Puis, il y a les avantages fiscaux. Le régime fiscal de l'entreprise permet de déduire du résultat imposable les sommes versées au titre de l'intéressement. De ce fait, elle bénéficie d'une déduction du bénéfice imposable dans certaines limites, ainsi que d'une exonération de la taxe d'apprentissage, de la contribution à la formation professionnelle et à la participation à l'effort de construction. Qu'en est-il à présent pour les bénéficiaires? Eux aussi ont des avantages sociaux. Ils bénéficient d'une exonération en effet des cotisations sociales et d'un assujettissement à la CSG-CRDS au titre des revenus d'activité. Ils ont aussi des avantages fiscaux. Les sommes bloquées sur un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôts. Pour un PEE ou un PEI, le blocage est de 5 ans. Pour un PERCO ou un PERECOL, jusqu'à la retraite. Toutefois, les sommes perçues directement par les bénéficiaires sont soumises à l'impôt sur le revenu d'activité.